Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une affaire tragique qui a bouleversé une petite communauté et laissé des cicatrices indélébiles dans l'esprit d'une adolescente. Ce soir-là, alors que des rires résonnaient autour d'un feu de camp, un groupe d'amis ignorait qu'ils allaient croiser le chemin de trois hommes aux intentions très sombres. Des choix fatals, des secrets bien gardés et une lutte pour la survie s'entrelacent dans cette histoire de violence inexplicable. Préparez-vous à découvrir comment une nuit innocente peut se transformer en un véritable cauchemar. Restez avec nous car chaque détail compte et ce que vous allez entendre pourrait changer votre perception de la justice. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une affaire américaine qui s'est déroulée dans les années 70. J'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous, mais avant de commencer, comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires, vous abonner juste en dessous ce n'est toujours pas fait et d'activer la petite cloche des notifications. Comme ça, vous serez prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. À l'automne 1973, Sandra Chesky, âgée de 13 ans, était une élève de 5e année, ce qui correspond plus ou moins à la 5e, 4e, plutôt ordinaire, qui avait pris la vie telle qu'elle venait, sans trop se plaindre. Fiable et mature pour son âge, elle s'était toujours efforcée de faire de son mieux pour éviter tous les ennuis. Cependant, dans la nuit du 17 novembre 1973, les ennuis l'ont trouvée d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Sandra, qui avait récemment quitté le Dakota du Sud pour s'installer en Iowa, s'était rapidement acclimatée à sa nouvelle vie. En très peu de temps, elle avait noué des amitiés avec plusieurs habitants locaux. À cette époque, elle avait également entamé une relation amoureuse avec un jeune homme de 17 ans, Roger SM, un adolescent populaire et plutôt tranquille. Même si il est vrai qu'on peut se demander qu'est-ce que fait un adolescent de 17 ans avec une jeune fille de 13 ans, mais là n'est pas le sujet. Le soir où la communauté allait être ébranlée à jamais, Roger avait proposé à Sandra de l'accompagner, lui et ses amis, pour une excursion à la réserve de l'état de Gitche-Manitou. Ce parc naturel, situé à la frontière entre l'Iowa et le Dakota du Sud, semblait être une destination idéale pour s'y détendre. Avec eux, il y avait Stewart Bad, âgé de 18 ans, Dana Bad, âgé de 14 ans, et Michael Adras, âgé de 15 ans. Bien qu'elle n'ait pas réalisé à quel point le parc était très isolé, Sandra avait sauté sur l'occasion de passer du temps avec son petit ami. Une fois tous les préparatifs faits, le groupe s'était installé dans la camionnette de Stewart pour le voyage. Riant et plaisantant tout au long du trajet, ils étaient bien loin de se douter que parmi eux, seule Sandra survivrait à cette nuit fatidique. En chemin, alors qu'ils s'enfonçaient dans l'obscurité de Gitche-Manitou, Sandra avait commencé à regretter sa décision. Roger, perceptif à son anxiété, l'avait rassurée en lui promettant que tout irait pour le mieux. Une fois sur place, les adolescents avaient allumé un feu de camp. Assis autour des flammes, ils s'étaient raconté des histoires tandis que Stewart grattait quelques notes sur sa guitare qu'il emportait partout avec lui. Pour couronner le tout, ils avaient un peu de marijuana avec eux et ils ont commencé à fumer tous ensemble, une habitude pas si rare à l'époque et encore aujourd'hui. À un moment donné, un bruit de branches craquant sous des pas lourds avait attiré leur attention. Pensant qu'il s'agissait simplement d'un cerf ou d'un animal curieux attiré par la lumière du feu ou encore par la musique, le groupe ne s'était pas particulièrement inquiété. Mais lorsque les bruits se sont intensifiés, qui plus est rapprochés, Roger et Stewart, en tant que membres les plus âgés du groupe, s'étaient levés afin d'enquêter. Ils n'avaient fait que quelques pas vers les arbres quand plusieurs détonations assourdissantes les avaient figés sur place. Ce n'est qu'à l'instant où Stewart avait hurlé de douleur en expliquant qu'il venait de se faire tirer dessus que les autres avaient pris conscience du danger qui les guettait. Pris de panique, Sandra, Dana et Michael avaient couru se réfugier derrière des arbres proches lorsque deux hommes armés de fusils étaient sortis de nulle part des bois. S'approchant du feu de camp, les hommes avaient déclaré être des agents de lutte contre les stupéfiants
et avait annoncé que tout le monde était en état d'arrestation pour possession de drogue. Peu de temps après, un troisième individu, venu lui aussi de nulle part, les avait rejoints. Obéissant aux ordres des hommes qui se faisaient passer pour des agents de la loi, les adolescents, persuadés de leur autorité, étaient sortis de leur cachette. À peine était-il à découvert qu'un coup de feu avait retenti, frappant Michael au niveau du bras. Ce dernier s'est effondré au sol, criant de douleur, tandis que Sandra et Dana, complètement effrayées, s'étaient également jetées au sol par réflexe. Au lieu de porter assistance aux trois jeunes effrayés et allongés dans l'herbe, l'homme qui semblait être le chef les avait accusés de simuler leurs blessures. Pour renforcer ses accusations, il avait donné un coup de pied à chacun en passant devant eux. Lorsque les adolescents avaient réagi à la douleur des coups, il leur avait ordonné de se lever, les menaçant de représailles si jamais ils décidaient de ne pas leur obéir. Plus tard, Sandra se souviendrait que ces hommes s'étaient appelés par des surnoms. Celui qui semblait être le chef, grand et mince, était surnommé le boss, tandis que les deux autres étaient appelés Hatchetface et JR. Une fois les adolescents remis sur pied, le boss avait attrapé Sandra par le bras et l'avait conduite jusqu'à la camionnette de Stuart. Il lui avait attaché les mains avant de la faire monter dans le véhicule. Après un bref échange avec ses complices, il avait pris le volant et était parti à vive allure, emmenant alors Sandra, seule, avec lui. Alors qu'il s'éloignait de ses amis, Sandra n'avait cessé de demander si Roger allait bien. Le boss, cherchant à la rassurer, lui avait expliqué que les fusils n'étaient chargés que de fléchettes tranquillisantes et non de balles. Il lui avait promis que ses amis ne faisaient que dormir et qu'ils se réveilleraient en pleine forme dans quelques heures seulement. Toutefois, Sandra ignorait à ce moment-là que derrière elle, un véritable cauchemar se déroulait au camp. Dès que le boss et elle avaient quitté les lieux, les deux autres agents de la loi avaient conduit Dana, Michael et Stuart vers une autre camionnette, prétextant les amener au poste de police. Au lieu de ça, une fois arrivés au véhicule, ils les avaient tous exécutés d'une balle dans la tête. Quant à Roger, il avait été abattu sur le coup lors de la première confrontation avec les assaillants. Après avoir conduit pendant ce qui semblait être une éternité pour la jeune fille, le boss s'est finalement arrêté dans l'allée d'une vieille ferme. Lorsqu'il a posé des questions à Sandra sur elle-même, il semblait vraiment surpris d'apprendre que cette dernière n'avait que 13 ans. En apprenant qu'elle était encore qu'une enfant, il lui a dit qu'il ne la mettrait pas en état d'arrestation. Il a ajouté qu'il ferait de son mieux pour la sortir du pétrin dans lequel elle s'était mise. Au milieu de sa tentative surprenante de créer des liens avec sa captive, une camionnette bleue s'était arrêtée à côté d'eux. Avant que Sandra ne sache ce qui se passait, le boss est entré dans la camionnette et l'homme qu'elle connaissait sous le nom de JR avait pris sa place. Sa présence avait fait revenir la peur qu'elle avait ressentie au camping en un seul instant, en un claquement de doigts. Dès le moment où elle a posé les yeux sur lui, l'homme qui était maintenant assis à quelques centimètres de là était celui qui l'avait le plus effrayé. Son expression au niveau du visage était comme un visage de marbre et son comportement, froid comme de la glace, lui avait envoyé des frissons dans la colonne vertébrale pour une bonne raison. Lorsqu'il lui a demandé d'enlever ses vêtements, Sandra savait instinctivement ce qui allait suivre. Espérant faire appel à l'humanité qui pouvait éventuellement vivre à l'intérieur de l'homme, de ce fameux JR, elle lui avait dit très honnêtement qu'elle était encore vierge. Malheureusement, ça n'a fait qu'exciter ce dernier, qui l'a violée alors même qu'elle le suppliait d'arrêter. Lorsqu'il a terminé, il avait de nouveau changé de place avec le boss, qui n'a fait aucune mention de l'assaut qui venait de se passer. Alors qu'ils étaient en train de reculer de l'allée, toujours dans cette fameuse camionnette, Sandra à ce moment-là était complètement inconsciente du fait que le fameux trio d'agresseurs avait convenu qu'elle avait vu beaucoup trop de choses et qu'elle devait donc à présent mourir. Plutôt que tuer la fille qui croyait encore naïvement que ses amis ne faisaient que dormir, le boss avait demandé l'itinéraire vers la maison de ses parents. Tenant sa promesse de la sortir de cette situation délicate, il l'avait ensuite conduit chez elle. Avant de la laisser partir, son ravisseur avait averti Sandra qu'il savait où elle vivait à présent et qu'il reviendrait et finirait le travail si jamais elle disait un mot de ce qui était arrivé à quelqu'un, à qui que ce soit. Bien qu'elle n'ait pas l'intention de garder ses secrets, elle avait accepté de faire ce qu'il avait dit. Satisfait que ses lèvres soient à présent scellées, selon ce qu'il pensait,
Il avait déverrouillé la porte et lui avait permis de rejoindre sa famille juste au moment où le soleil se levait dans le ciel. Le cadre était si paisible que Sandra s'était momentanément permise de croire que les événements de la nuit précédente n'avaient été rien de plus qu'un mauvais rêve. Quelques heures plus tard, un couple en visite du Dakota du Sud est tombé sur les corps de 3 garçons jetés dans les mauvaises herbes de la réserve d'État de Gitchie-Manitou. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a déterminé que les adolescents avaient tous subi des blessures par balle au niveau de la tête. Les portefeuilles trouvés cachés dans les poches de leurs jeans ont révélé que les victimes étaient Stuart Bad, son jeune frère Dana et leur ami Michael Adras. Dans l'après-midi du 18 novembre, Sandra Chesky est entrée dans un poste de police et a partagé les événements de la nuit précédente avec les officiers de service. Après avoir entendu l'incroyable histoire de la façon dont elle et ses amis ont été agressés par 3 personnes armées de pistolets tranquillisants, les détectives ont très vite fait le rapprochement. Leurs soupçons ont été accrus par le fait qu'ils savaient quelque chose que malheureusement cette dernière ne savait pas, à savoir que 3 corps gisaient dans la morgue à ce moment précis, qui avaient tous été abattus par des balles et non par des fléchettes tranquillisantes. Pendant son interrogatoire, Sandra avait supplié à plusieurs reprises de voir Roger, dont les restes n'avaient pas encore été découverts. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi personne ne voulait répondre à ses questions, ni pourquoi ces demandes étaient systématiquement écartées. Les enquêteurs, eux, se concentraient sur le fait de passer en revue chaque détail de son récit, cherchant des incohérences, des éléments qui auraient pu trahir des mensonges ou encore des omissions. Chaque réponse qu'elle donnait était analysée sous tous les angles, rejouée encore et encore dans leur tête, à la recherche d'une piste, d'une faille, de quoi que ce soit qui pourrait les mener au coupable. Le lendemain, après que les corps de toutes les victimes aient été retrouvés, les autorités avaient finalement informé Sandra que son petit ami, Roger, était malheureusement décédé, tout comme Stuart, Michael et Dana. C'était évidemment un choc terrible pour la jeune fille, qui fut finalement la seule survivante de cette tragédie. Le fait qu'il ait miraculeusement survécu à ce massacre alors que ses amis avaient été abattus d'une balle dans la tête avait laissé les enquêteurs perplexes. Pour eux, il semblait tout simplement impossible que les tueurs aient décidé de laisser un témoin vivant, et encore moins une jeune fille âgée de 13 ans. Ils commençaient alors à croire qu'il y avait des parties de l'histoire qu'elle n'avait pas encore dévoilées, peut-être par peur, ou voire pire, par complicité. Dans leur quête pour découvrir toute la vérité, les enquêteurs avaient alors demandé à Sandra de passer un test polygraphique. Ils espéraient que l'appareil puisse alors révéler des mensonges, ou du moins confirmer leurs soupçons. Mais à leur grande surprise, Sandra avait réussi le test sans montrer le moindre signe de tromperie. Les résultats étaient très clairs, elle disait la vérité. Pourtant, malgré cette preuve, certains enquêteurs continuaient à douter. Comment était-il possible que 3 hommes violents et impitoyables, capables d'assassiner sans remords 3 adolescents, épargnent une simple enfant? Cela ne faisait pas sens pour eux et la suspicion persistait. Sandra, malgré ses doutes qui planaient sur elle, avait choisi de coopérer pleinement avec les enquêteurs. Elle n'avait finalement rien à cacher, elle était une victime et faisait tout son possible pour aider les autorités à retrouver les coupables. Grâce à sa mémoire étonnante, elle avait été capable de fournir des détails cruciaux. Elle avait donné les surnoms utilisés par les hommes, le boss, JR et Hatchet Face, et avait fourni des descriptions précises de chacun d'eux. Elle avait même pu décrire la camionnette bleue qu'il conduisait, ainsi que des éléments spécifiques sur la ferme où elle avait été emmenée après son enlèvement. Bien qu'elle ne connaisse pas l'adresse exacte, elle se souvenait d'assez de détails pour guider les autorités vers une potentielle piste. 10 jours après la découverte des corps, un des enquêteurs avait proposé à Sandra de l'accompagner pour voir si elle serait capable de les mener jusqu'à la ferme. Ils espéraient que, même sans adresse précise, quelque chose sur le chemin ou dans la région déclencherait un souvenir qui les rapprocherait des meurtriers. Au début, l'équipe d'enquête pensait que cette démarche serait probablement vaine, une perte de temps dans une affaire où chaque minute comptait. Mais les détectives, face à un manque crucial de pistes, étaient de toute façon prêts à essayer n'importe quoi pour enfin élucider ce mystère, attraper ces 3 bourreaux et faire en sorte qu'ils ne puissent jamais recommencer de tels drames. Ils avaient donc pris la route, parcourant des kilomètres et des kilomètres de chemins de terre et de routes secondaires, cherchant un endroit qui pourrait éventuellement correspondre à la description que Sandra avait donnée. Le temps passait et la tension ne faisait que grandir dans le véhicule.
Plus les heures défilaient et plus les enquêteurs commençaient à douter de la capacité de la jeune fille à les mener quelque part. À un moment donné, exaspéré par l'absence de résultats, l'officier qui conduisait avait demandé à Sandra d'arrêter de tourner autour du pot et de leur dire la vérité, persuadée qu'elle cachait quelque chose. Comme elle ne pouvait pas répondre à cette question, Sandra s'était retournée et avait regardé par la fenêtre dans un effort pour se souvenir du chemin. Le silence inconfortable a finalement été rompu quelques minutes plus tard lorsque Sandra a repéré une pompe à essence rouge devant une ferme dans la ville de Hartford, dans le Dakota du Sud, à une demi-heure de Gitche Manitou. Reconnaissant que la pompe était la même que les hommes avaient utilisée pour faire le plein de carburant dans les véhicules juste avant que le boss ne la conduise chez elle, elle avait presque sauté de son siège d'excitation. Contre toute attente, ils ont finalement trouvé la ferme, et à présent, tout le monde allait enfin la croire. Dans un autre coup de chance, une camionnette bleue est passée alors qu'il se préparait à tourner dans l'allée menant à la ferme. Au fur et à mesure qu'il passait, Sandra a jeté un coup d'œil au conducteur et l'a immédiatement reconnu comme étant le boss. Lorsqu'elle a signalé à l'officier, avec qui elle parlait à présent, il avait poursuivi le véhicule, le forçant à s'arrêter sur le bord de la route. Le conducteur, qui restait froid comme du marbre tout au long de la rencontre, s'était présenté comme Alan Fryer. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il avait amené dans la région, il a expliqué qu'il travaillait pour l'homme qui possédait la ferme avec la pompe à essence rouge qui était juste devant. Grâce à l'identification du suspect par Sandra, Alan Fryer, âgé de 29 ans, a été placé en garde à vue. En quelques heures seulement, ses frères, James, 21 ans, et David, 23 ans, ont également été appréhendés. Lorsque la seule survivante de leur acte odieux a été invitée à une reconnaissance faciale des 3 hommes, elle avait reconnu les frères Fryer sans aucune hésitation. Lorsqu'ils ont été confrontés à la déclaration détaillée de Sandra concernant les meurtres brutaux et les agressions sexuelles, les frères Fryer ont immédiatement tenté de minimiser leur culpabilité en qualifiant toute l'affaire d'un simple tragique malentendu. À les entendre, ils n'avaient jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit. Selon leur version des faits, la nuit fatidique, ils étaient simplement sortis pour éclairer illégalement des cerfs, une pratique courante dans les campagnes où les chasseurs utilisent des phares puissants pour éblouir les animaux et, de ce fait, les abattre plus facilement. En traversant les bois ces soirs-là, ils avaient repéré un groupe d'adolescents assis autour d'un feu de camp, en train de fumer de la marijuana et de profiter de la soirée. C'est alors que l'idée leur est venue de se faire passer pour des agents des narcotiques afin de voler les adolescents en prenant leur drogue et tout l'argent qu'ils pouvaient avoir sur eux. Allen, l'aîné des Fryer, avait imaginé un stratagème simple. Ils approcheraient les jeunes sous le prétexte d'une arrestation, les intimideraient en se faisant passer par des policiers, et une fois sous leur contrôle, ils les dépouilleraient de tous leurs biens. Cependant, les événements avaient pris selon eux une tournure bien plus dramatique que prévu, et ce de manière très rapide. Alan Fryer lui-même avait admis qu'il ne pouvait expliquer pourquoi, lorsque Roger SM et Stuart Bad s'était levé pour s'approcher d'eux de manière non menaçante, il avait instinctivement levé son fusil et tiré sans réfléchir. Roger avait été abattu sur place, tandis que Stuart, gravement blessé, gisait au sol, luttant pour sa vie. Ce premier coup de feu avait changé le cours de la nuit, et les frères, désormais plongés dans une spirale de violence, avaient réalisé qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Les Fryer, bien que malins, n'étaient pas les plus éclairés intellectuellement. Ils semblaient sincèrement croire que, s'ils étaient des officiers de la loi, ils auraient été justifiés d'utiliser la force létale contre des consommateurs présumés de drogue. Mais ce qu'ils avaient commodément oublié, c'est qu'ils n'étaient pas des policiers, ni même liés à quelques autorités que ce soit. Malgré ça, la gravité de leur action ne les avait pas fait hésiter une seconde de plus. Une fois les premiers coups de feu tirés, ils avaient décidé d'aller jusqu'au bout et de ne laisser aucun témoin. Après le massacre de Roger, Stuart, Dana et Michael, les Fryer avaient pris la décision de kidnapper Sandra, espérant ainsi contrôler la situation en éliminant toute trace de ce qui s'était passé. Toutefois, malgré leurs efforts, elle avait survécu et réussi à échapper à leur emprise, devenant ainsi un témoin clé. Lorsque James Fryer, également connu sous le nom de JR lors de cette agression, avait été confronté aux accusations de viol formulées par Sandra, il avait tenté de justifier ses actions par un aplomb écœurant. Il avait insisté sur le fait que le rapport sexuel était consensuel, allant même jusqu'à affirmer que c'était Sandra elle-même qui l'avait initié. Cependant,
Les enquêteurs ne se sont pas laissés duper par ces déclarations plus que ridicules. Aucun d'entre eux ne croyait un mot de son témoignage, surtout compte tenu des circonstances horribles dans lesquelles les crimes avaient été commis. La communauté locale, une petite ville paisible du Midwest, avait été profondément bouleversée par les détails macabres qui avaient tous été rendus publics au fil de l'enquête. Les meurtres, commis de manière aussi impitoyable et insensée, avaient choqué les habitants, qui se croyaient jusqu'à là à l'abri de toute violence. Ils n'étaient pas en ville, ils étaient tranquilles dans leur petit hameau, et finalement, un drame aussi horrible que ça est malgré tout survenu. Ce sentiment de sécurité avait été brisé et ce de manière irrémédiable. Et le mode de vie de toute la région avait changé du jour au lendemain. Les portes, autrefois laissées ouvertes, étaient désormais verrouillées. Les parents devenaient de plus en plus protecteurs et la méfiance régnait, car personne ne pouvait plus ignorer la présence de criminalité dans leur coin de paradis. Le 12 février 1974, David Fryer, l'un des frères impliqués dans cette tragédie, avait plaidé coupable à 3 chefs d'accusation de meurtre et 1 chef d'accusation d'homicide involontaire. Le juge, sans pitié, lui avait infligé la peine maximale, l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Lors de l'annonce de sa sentence, David avait provoqué l'audience en exigeant d'être mis à mort, préférant la peine capitale à la perspective de passer le reste de sa vie en prison. Mais le juge, implacable, lui avait rappelé que ce choix ne lui appartenait pas. Son sort était désormais entre les mains de l'État, et il avait été conduit hors de la salle d'audience pour purger sa peine. 3 mois plus tard, le 20 mai 1974, Allen Fryer avait été à son tour jugé pour ses crimes. Le verdict du jury avait là aussi été sans équivoque. Allen avait été reconnu coupable de meurtre au premier degré pour chacun des adolescents tués ce soir-là, soit Roger, Stuart, Dana et Michael, et comme son frère, il avait été condamné à passer le reste de sa vie derrière les barreaux sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Cependant, l'histoire ne s'arrêtait pas là. Moins d'1 mois après le verdict, alors qu'Allen attendait d'être transféré dans une prison de haute sécurité, lui et son frère James avaient orchestré une évasion audacieuse. Profitant d'une faille dans le système de sécurité, ils avaient réussi à s'emparer d'un véhicule et à prendre la fuite. Ils avaient parcouru des centaines de kilomètres, traversant plusieurs États avant que les forces de l'ordre ne les rattrapent finalement dans le Wyoming. Leur cavale avait captivé l'attention de tout le pays, mais elle n'avait duré que très peu de temps, heureusement. Craignant qu'Allen ne mette à exécution sa menace de tuer Sandra si elle osait révéler ce qui s'était réellement passé dans les bois glacés cette nuit fatidique de novembre, les autorités n'ont pris aucun risque. Des agents de l'application de la loi, lourdement armés, ont été assignés à la protection de Sandra et de sa famille, assurant une garde constante 24 heures sur 24, jour et nuit. La tension était palpable et personne ne savait à quel point les frères Fryer pouvaient être dangereux tant qu'ils n'étaient pas de retour derrière les barreaux. Une fois recapturés, les Fryer avaient été renvoyés derrière les barreaux pour purger leur peine à perpétuité, marquant ainsi la fin définitive de leur courte mais violente carrière criminelle. Pour les familles des victimes, le calvaire était loin d'être terminé. Bien que justice ait été rendue, le traumatisme de la perte et l'horreur des événements continueraient de hanter la communauté pendant de nombreuses années. Le massacre de Gitche Manitou resterait gravé dans les mémoires comme l'une des tragédies les plus cruelles et insensées de l'histoire de l'Iowa. Le 3 décembre 1974, après des mois de procédure judiciaire, James Fryer fut reconnu coupable des mêmes crimes que son frère David, à savoir plusieurs chefs d'accusation de meurtre et d'homicide. Sa sentence, tout comme ses frères, la prison à vie sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Les procureurs, lors de ce procès, étaient convaincus que Sandra avait bel et bien été victime d'un viol ce soir-là, comme elle l'avait courageusement raconté. Toutefois, ils avaient pris la décision de ne pas la faire témoigner sur ce point en audience publique, craignant que ça ne ravive son traumatisme déjà bien dévastateur. Ils savaient que l'obliger à revivre ces moments horribles devant une salle bondée aurait été une torture psychologique supplémentaire pour elle. Aujourd'hui encore, les 3 frères Fryer croupissent dans des cellules de prison. Cependant, même si justice a été rendue, la vie de Sandra a été brisée d'une manière que peu peuvent imaginer. Bien qu'elle n'ait été qu'une adolescente innocente, prise au piège dans un cauchemar au mauvais endroit et au mauvais moment, elle aussi a vécu dans une sorte de prison invisible tout au long des 18 mois de procès et même après. Sandra
Autrefois une adolescente pleine de vie, s'était retrouvée isolée, coupée du monde par les regards accusateurs et les murmures incessants. Après le procès, la jeune fille qui ne cherchait qu'à échapper à ce fardeau d'attention publique était devenue une recluse. Lorsqu'elle avait finalement tenté de retourner à l'école, elle s'était heurtée à un mur d'hostilité. Ostracisée par ses pairs, elle fut abandonnée par de nombreux camarades qui, autrefois, se disaient de ses amis. Elle avait appris par des rumeurs que les parents de ses camarades leur avaient formellement interdit tout contact avec la Gitchy Girl, convaincue à tort qu'elle avait été impliquée dans les meurtres. Ce surnom cruel et ces fausses accusations l'avaient poussée au bord du désespoir. 1 an plus tard, Sandra, incapable de supporter les jugements incessants, a abandonné l'école. Elle a quitté son cursus en 8e année, son esprit brisé par les chuchotements malveillants et les insinuations injustes qui pesaient sur elle. Les membres de la communauté, bien que connaissant la vérité sur son innocence, avaient longtemps continué à éviter tout contact avec elle, convaincus que, d'une manière ou d'une autre, elle portait une marque indélébile liée à cette tragédie. Certains parents ne voulaient tout simplement pas que leur enfant fréquente une fille stigmatisée par un tel drame. D'autres la blâmaient même à demi-mot, se demandant comment elle avait pu être si aveugle aux attentions des frères Fryer, surtout après avoir vu le sang sur leurs vêtements et entendu les cris lorsque les balles avaient déchiré la nuit. Ce que ces détracteurs ne prenaient pas en compte, c'était la terreur paralysante que l'esprit humain peut éprouver lorsqu'il est confronté à une violence inattendue et incontrôlable. Sandra, alors une jeune adolescente sans aucune expérience des horreurs du monde, n'était pas prête à comprendre ou à réagir face à une telle situation. Elle avait cru ce qu'elle devait croire pour survivre. Face à 3 hommes se présentant comme des agents des forces de l'ordre, elle n'avait aucune raison de douter de leurs paroles. Ces hommes, qui exerçaient un contrôle total sur elle et ses amis, l'avaient piégée dans une réalité où le mensonge et la violence étaient les seuls maîtres. Alors que nous concluons cette tragédie, il est essentiel de se rappeler l'impact dévastateur que la violence peut avoir sur des vies innocentes. Sandra, la seule survivante, a dû porter le poids de ce cauchemar tout au long de sa vie, faisant face à des traumatismes inimaginables et à l'incompréhension de sa propre communauté. Les frères Fryer, eux, purgent leur peine derrière les barreaux, et les échos de cette nuit fatidique résonnent encore. Cette affaire nous rappelle l'importance de la vigilance et de la compassion, surtout la compassion, et qu'il n'existe pas de coupable évident lorsque l'horreur frappe. C'est donc tout pour cette affaire qui est relativement courte, mais j'espère que celle-ci était encore inconnue pour vous et surtout qu'elle vous a plu. Évidemment, ça m'attriste énormément pour la pauvre Sandra et je n'ose imaginer la douleur qu'elle a dû ressentir tout au long de ces années, d'avoir ce poids de culpabilité qu'elle avait sur les épaules alors que finalement, Bichette, la pauvre, n'avait rien à voir là-dedans. Elle n'était responsable de rien du tout. Elle a juste voulu passer une soirée en compagnie de son petit ami et de ses amis et finalement, tout ceci a tourné au drame parce qu'ils étaient là au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils ont fait une malheureuse et triste rencontre qui malheureusement a fait que 4 personnes sont tristement décédées. Ceci n'est finalement qu'un simple rappel de faire attention des endroits où on va, de faire attention à qui on fait confiance et surtout de rester soudés. En tant qu'adolescent, que jeune adulte et même tout au long de notre vie, il est important de rester soudé et surtout de ne pas mettre ce genre de victime de côté parce que Sandra, en dehors de tous les traumatismes qu'elle a dû vivre à cause de cette nuit-là, en plus de ça, elle s'est retrouvée toute seule, complètement seule, avec personne qui ne la soutenait si ce n'est sa famille et je trouve ça vraiment terrible alors que les jeunes de son collège et les parents des autres enfants auraient dû, au contraire, l'accueillir les bras ouverts et tout faire pour que celle-là ne fasse pas de bêtises, qu'elle ne sombre pas et qu'elle puisse se reconstruire de la manière la plus bienveillante et de la meilleure manière qui soit. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et j'espère qu'à notre époque, si jamais ce genre de drame devait se reproduire, que les pères de l'unique survivant sauront faire la part des choses et soutenir cette personne pour qu'elle puisse aller de l'avant de manière sereine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire dans les commentaires. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire qui a secoué une petite communauté américaine dans les années 90. Une jeune fille, pleine de promesses, une soirée qui tourne au cauchemar et un meurtre brutal qui laisse les enquêteurs sans réponse. Du moins, au début. Alors, qui sont les coupables ? 3 jeunes hommes, mais chacun avec une version différente des événements. Un seul d'entre eux a avoué le crime. Mais était-ce vraiment la vérité ? Ou simplement un stratagème pour échapper à une condamnation plus sévère ?
Des mensonges, des trahisons et des vies brisées, cette affaire est loin d'être simple. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Et surtout, pourquoi une adolescente innocente a-t-elle dû perdre la vie de manière si cruelle? Memory still there? Memory still there? À l'automne 1996, la maison des Rich, située dans la petite ville de Waurika, était un foyer animé, partagé entre Gail, la mère, Dwan, le père, ainsi que leurs 4 enfants, 3 garçons et une seule fille prénommée Heather. Waurika est une petite ville située dans l'Oklahoma, aux États-Unis évidemment, avec une population d'environ 2000 habitants. C'est donc une communauté principalement rurale, où la vie est relativement calme et tranquille. Bien sûr, le taux de criminalité y est relativement bas, reflétant une atmosphère généralement sécuritaire. Cependant, comme dans toute petite ville, les services de sécurité peuvent être assez limités. Heather, qui avait alors 16 ans au moment des faits, était en 2e année au lycée. C'était une adolescente vive, intelligente et particulièrement douée. Elle excellait dans ses études et occupait également une place dans l'équipe des Pom Pom Girls, ce qui lui valait beaucoup de popularité parmi ses camarades. La jeune fille, qui était belle, sportive et intelligente, attirait tous les regards. Toutefois, comme beaucoup de jeunes de son âge, Heather traversait une phase de rébellion, où elle ressentait un besoin intense de liberté mais également de découverte. Elle voulait tout explorer, tout essayer, comme si le monde s'ouvrait soudainement devant elle. Le soir du 2 octobre 1996, une dispute particulièrement violente a éclaté entre Heather et sa mère Gail. Le sujet du désaccord était une facture de téléphone assez exorbitante, puisqu'elle était tout de même de $300, que Heather avait accumulée en passant des heures à discuter au téléphone avec ses amis. Gail, visiblement bouleversée par ce gaspillage d'argent, avait du mal à comprendre pourquoi sa fille agissait avec autant de désinvolture face aux finances de la famille, surtout dans leur situation actuelle. Dwan, de son côté, restait plutôt calme, même si lui aussi était forcément inquiet. Il savait que la famille traversait une période financièrement difficile et que chaque dépense devait être soigneusement contrôlée. Dwan, qui était un homme électricien de métier, avait récemment subi un grave accident au niveau du travail. Lors d'une explosion d'un transformateur, il avait été grièvement blessé, frôlant alors la mort. L'accident lui avait bien sûr causé des brûlures assez sévères, nécessitant des greffes de peau et un traitement assez prolongé. Incapable de reprendre son travail, il avait laissé la charge financière reposer principalement sur les épaules de Gail, qui avait dû prendre un emploi supplémentaire pour maintenir la famille à flot. Alors vous doutez bien qu'à partir de ce moment, chaque dollar dépensé pesait lourdement sur le budget familial, surtout avec les frais médicaux qui ne faisaient que s'accumuler. Et aux États-Unis, ce n'est pas comme en France, les frais médicaux coûtent extrêmement cher. Gail tentait en vain et désespérément d'expliquer à Heather que la famille ne pouvait tout simplement pas se permettre des dépenses inutiles, espérant ainsi lui inculquer un sens des responsabilités. Elle voulait que sa fille comprenne la valeur de l'argent, le respect des aînés et qu'elle aspire à une indépendance mature. Toutefois, l'adolescente de 16 ans, dans sa quête d'autonomie et de liberté, refusait de voir les choses sous cet angle. Pour elle, tous ses reproches étaient excessifs et elle les accueillait avec incompréhension, ce qui a rendu la dispute d'autant plus intense entre elle et sa mère. Après cette querelle, chacun s'était retiré dans sa chambre, laissant alors une atmosphère lourde planer sur toute la maison. Le lendemain matin, le 3 octobre, comme à son habitude, Gail a commencé à préparer le petit déjeuner et à appeler les enfants pour qu'ils se lèvent. Néanmoins, Heather ne s'est pas présentée à table, ce que Gail a d'abord interprété comme un comportement d'adolescent typique, une manière de prolonger simplement le conflit de la veille. Elle pensait que la faim, de toute façon, finirait par amener Heather à la cuisine, mais les minutes passaient.
elle passait, le temps s'écoulait, et la jeune fille, elle, elle ne descendait toujours pas. Intriguée, puis inquiète quand même, Gail a fini par perdre patience et est montée dans la chambre de sa fille. Lorsqu'elle a ouvert la porte, à sa grande surprise, Heather n'était pas là. Tout semblait normal dans la pièce, sauf l'absence inexplicable de sa fille. Comme les téléphones portables n'étaient pas courants à l'époque, Heather n'en possédait pas, ce qui rendait sa localisation encore plus compliquée. Gail et Dwan, désormais complètement paniqués, ont commencé à appeler toutes les amies de leur fille pour savoir si quelqu'un avait des nouvelles d'elle. Et à leur grand désarroi, aucune d'entre elles ne savait où Heather pouvait bien être. Ce comportement était d'ailleurs complètement étranger à l'adolescente. Ok, elle était en pleine crise d'adolescence, elle était un petit peu rebelle sur les bords, elle avait tendance à se prendre la tête avec ses parents et à vouloir découvrir le monde de long en large, mais malgré tout, ce n'est pas du tout le genre d'enfant qui va prendre la fuite, qui va faire des fugues, qui va partir sans prévenir ses parents. Certes, un peu rebelle, mais pas non plus téméraire. Cette dernière n'avait d'ailleurs jamais montré de signes de problèmes psychologiques et il n'y avait jamais eu d'antécédents de fugue, encore une fois. De plus, Heather était une jeune fille très attentive à son apparence. Elle prenait toujours soin de son image, aimant être impeccable, tirée à 4 épingles, que ce soit dans ses vêtements ou encore dans son maquillage. De ce fait, il était très peu probable qu'elle soit partie pour longtemps sans emporter des affaires de rechange. Pourtant, toutes ses affaires personnelles, y compris ses vêtements et ses produits de beauté, avaient été laissés à la maison. Face à cette disparition inquiétante, ses deux parents n'ont pas perdu de temps. Ils se sont immédiatement rendus au bureau du shérif de Waurika pour signaler l'absence de leur fille. À ce moment-là, Gail a relaté en détail la dispute de la veille, expliquant que la querelle avait tourné autour de la facture de téléphone de plus de 300 € et du refus catégorique de sa fille de reconnaître qu'elle avait agi de manière irresponsable. Les parents ont exprimé leur crainte que leur fille, emportée par cette soudaine envie de liberté, se soit peut-être enfuie, bien que, malgré tout, ce genre de comportement ne lui ressemblait pas du tout. Bien que Dwan soit habituellement l'homme calme et mesuré dans les situations familiales, cette fois-ci, il avait soutenu fermement sa femme dans cette affaire concernant leur fille. Le shérif, essayant de rassurer tant bien que mal les parents dévastés et inquiets quant au sort de leur enfant, leur avait expliqué que Heather s'était probablement simplement enfuie de la maison, un comportement courant chez les adolescents, surtout après une dispute houleuse avec leurs parents. Cependant, ni Gail ni Dwan ne pouvaient accepter cette explication simpliste. Ils connaissaient leur fille mieux que quiconque et savaient que ce comportement n'était pas du tout dans sa nature, quand bien même il y avait des engueulades. Heather, bien qu'indépendante et parfois rebelle, ne serait jamais partie sans laisser la moindre trace. Malgré les inquiétudes croissantes des parents, les autorités locales, tout en comprenant leur détresse, avaient tenté de minimiser la situation. Les forces de l'ordre leur avaient expliqué que, dans la majorité des cas similaires, les adolescents finissaient par réapparaître après avoir pris un petit peu de recul. Toutefois, la procédure exigeait qu'au moins 24 heures s'écoulent sans aucun contact avant de pouvoir officiellement déclarer la personne disparue. Et puisque ce délai n'était pas encore écoulé, la police, tenue par des règles strictes, n'avait pas accepté de prendre une déclaration formelle. Déçus et frustrés par cette réponse, Gail et Dwan étaient rentrés chez eux, mais ils n'étaient pas restés inactifs pour autant. Leur instinct parental leur disait qu'ils devaient agir de manière rapide si jamais ils voulaient retrouver leur fille. Alors dès leur retour, ils avaient décidé de mener leur propre enquête. Ils avaient commencé par interroger le cercle proche de Heather, espérant que l'un de ses amis saurait où elle pouvait éventuellement se trouver. Parmi les jeunes qu'ils avaient contactés se trouvait Randy Wood, un garçon âgé de 17 ans, qui était le capitaine de l'équipe de football du lycée. Randy avait autrefois eu une relation amoureuse avec Heather, mais bien que leur histoire se soit terminée assez rapidement, ils avaient conservé une bonne amitié. Il se trouvait également que c'était avec lui que Heather avait récemment accumulé la fameuse facture de téléphone d'un montant de 300 €. Lorsque Gail avait appelé Randy, le jeune homme avait répondu d'une manière calme, apaisée, affirmant qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où pouvait se trouver Heather et qu'il n'avait remarqué rien d'anormal ces derniers jours. N'ayant donc obtenu aucune information pertinente de la part de Randy, Gail avait décidé de contacter un autre garçon proche de sa fille,
un certain Josh Bagwell, également âgé de 17 ans, avec qui Heather avait commencé à sortir récemment. Lorsqu'elle avait appelé chez Josh, c'est sa grand-mère qui avait décroché le téléphone. Elle avait expliqué à Gail que Josh se reposait après avoir assisté à une fête la veille et qu'elle ne souhaitait pas le déranger. Encore une fois, cette piste s'était révélée infructueuse. Malgré ses premiers échecs, Gail et Dwan n'avaient pas baissé les bras et n'étaient pas prêts à le faire. Ils avaient donc parcouru les rues de la ville et exploré les environs du comté, cherchant désespérément des indices qui pourraient les mener à leur fille. Ils avaient questionné voisins, amis, connaissances, professeurs, mais sans succès. À la fin de la journée, épuisés et toujours sans la moindre nouvelle de leur fille, ils étaient retournés au poste de police, espérant que cette fois, les autorités accepteraient d'agir. Les policiers, respectant désormais le délai légal, avaient finalement pris en charge l'enquête et lancé une opération de recherche plus approfondie. Les jours qui ont suivi ont été terribles pour la famille Rich. Une semaine entière s'était écoulée sans que la moindre information ne parvienne à la famille ou encore aux enquêteurs. L'angoisse grandissait de jour en jour et l'espoir de retrouver Heather vivante commençait à s'effriter. Puis, un matin, lors d'une patrouille près de la frontière avec le Texas, des policiers avaient fait une découverte macabre. Le corps d'une jeune femme avait été repéré, flottant face contre terre dans une rivière boueuse. À moitié immergé, le cadavre semblait mutilé et dans un état épouvantable. Des plongeurs avaient été appelés pour tirer le corps hors de l'eau, et c'est alors que l'horreur avait pris une toute nouvelle dimension. En sortant le corps de la rivière, ils avaient découvert que la victime avait été criblée de balles. De nombreuses traces de tirs à bout portant avaient été retrouvées, suggérant qu'elle avait été abattue avec un fusil de chasse. Le visage de la jeune fille était si défiguré qu'il paraissait impossible de l'identifier à première vue. Un examen médico-légal plus poussé s'imposait pour déterminer son identité. L'autopsie avait alors révélé des détails terrifiants. La victime avait reçu un total de 9 coups de feu, dont un directement à l'arrière de la tête et 8 autres dans le dos. Les dégâts causés par les balles avaient déchiqueté le corps, le laissant dans un état quasiment méconnaissable. Et vu qu'aucune autre personne n'était portée disparue dans la région à ce moment-là, les enquêteurs avaient décidé de contacter les parents de Heather pour tenter une identification. Le moment fatidique était arrivé. Lorsque Gail et Dwan avaient été confrontés à la dépouille, ils n'avaient pas été capables de reconnaître leur fille à cause des sévices qu'elle avait subis. Cependant, un détail précieux avait mis fin à tous les doutes. Heather portait encore la bague gravée que sa mère lui avait offerte, un souvenir précieux qui ne pouvait laisser place à aucune ambiguïté. Heather Rich avait été retrouvée, mais elle gisait désormais sur la table de la morgue dans un état qui témoignait d'une violence inouïe. L'identité du corps mutilé, découvert dans la rivière, a finalement été confirmée de manière formelle grâce à l'analyse des dossiers dentaires. Les experts médico-légaux avaient trouvé des accolades non amovibles dans la cavité buccale du défunt, les mêmes que portait Heather Rich pour corriger sa morsure. Cette découverte cruciale avait permis d'établir avec certitude que la jeune fille retrouvée était bien Heather. Cette confirmation n'avait laissé aucun doute, et la tragique nouvelle de la mort de l'adolescente, pom-pom girl respectée et appréciée au lycée, s'était rapidement répandue dans la petite ville de Waurika. En quelques heures seulement, tout le monde parlait de ce drame, et la communauté locale s'était retrouvée bouleversée par cet événement tragique. Les détectives, désormais en charge de l'enquête, avaient rapidement convoqué Gail et Dwan pour tenter de reconstituer les événements ayant précédé la disparition, mais surtout la mort de leur fille. À ce stade, Gail, bien que effondrée par le chagrin, avait déjà pris l'initiative d'appeler un grand nombre d'amis et de connaissances de Heather, espérant récolter la moindre petite information qui pourrait les guider. Parmi toutes les personnes interrogées, ses soupçons s'étaient principalement tournés vers 2 jeunes hommes, Randy Wood, l'ex-petit ami de sa fille, et Josh Bagwell, son petit ami actuel. Ce dernier n'avait même pas pris la peine de la contacter après la fête à laquelle il était présent le soir de la disparition de Heather, ce qui semblait étrange à Gail. Convaincue que quelque chose clochait dans les témoignages des 2 garçons, cette dernière avait remarqué des similitudes troublantes dans leurs récits.
Ils semblaient réciter une version préétablie des événements, et certains passages de leurs déclarations étaient étrangement identiques jusqu'au libellé de certaines phrases, comme si finalement un récit avait été écrit et qu'ils ne faisaient que le dicter. De plus, leur incapacité à fournir des réponses claires à des questions plus précises n'avait fait finalement qu'accentuer le malaise de la mère. Leur comportement nerveux, ainsi que leur réticence à collaborer avec les autres amis de Heather, qui s'étaient activement joints en recherche, eux au moins, avaient renforcé les soupçons des détectives. En interrogeant d'autres camarades de classe et amis de la défunte, les enquêteurs avaient découvert plusieurs pistes indiquant que Randy et Josh détenaient probablement des informations cruciales sur ce qui s'était réellement passé la nuit où la jeune fille s'était enfuie après une dispute avec sa mère. Il s'était finalement avéré que la jeune fille avait effectivement l'intention d'aller à une fête pour y retrouver son petit ami, Josh, malgré l'interdiction très stricte de ses deux parents. Mais bon, rebelle comme à son habitude, Heather n'avait pas laissé les avertissements de Gail et Dwan la dissuader. Elle avait attendu que ses parents s'endorment avant de s'échapper de la maison par la fenêtre, et ce, aux alentours de 23h. À l'extérieur, Josh et Randy, deux figures bien connues des jeunes de la ville, devaient l'attendre. Les deux adolescents, inséparables, étaient habitués à passer leurs soirées et leurs week-ends à parcourir les chemins de terre de la voiture de Josh. Les deux jeunes garçons étaient très populaires, en particulier auprès des filles, qui étaient souvent vues en leur compagnie. Ces soirées se déroulaient régulièrement sous l'influence de l'alcool et parfois de marijuana, une pratique courante parmi les jeunes du coin. La jeune fille avait souvent été vue avec ce groupe et, selon les témoignages de certains amis, elle n'avait pas hésité à s'adonner à ses excès avec eux. La nuit de sa disparition, elle s'était ainsi enfuie pour les rejoindre, espérant échapper aux tensions familiales pour quelques heures. Cette révélation avait profondément choqué Dale et Dwan. Ils savaient que leur fille traversait une phase difficile, mais ils n'avaient jamais imaginé qu'elle était impliquée dans des comportements aussi dangereux en compagnie de jeunes hommes qu'ils pensaient complètement inoffensifs. L'attirance de leur fille pour ses excès, bien que dissimulée à leurs yeux, avait probablement contribué à précipiter sa fin tragique. Bien que Heather leur ait promis à plusieurs reprises qu'elle abandonnait ses mauvaises habitudes, ses parents n'avaient jamais été capables de vérifier la sincérité de ses engagements. Malheureusement, cette inclination pour les substances nocives avait pu jouer un rôle direct dans les circonstances de sa mort. Les détectives avaient donc pris la décision de parler plus en profondeur avec Josh et Randy, les deux derniers à avoir été vus avec Heather cette nuit-là. Toutefois, les garçons avaient tous deux nié avoir eu le moindre contact avec la jeune fille ce soir-là, affirmant qu'ils ne l'avaient pas vue après la fin de la fête. Mais ce qui avait retenu l'attention des enquêteurs, tout comme celle de Gail finalement, c'était le fait que leurs récits étaient pratiquement identiques, y compris dans les moindres détails. De plus, leur manque total d'émotion face à la mort de Heather, qui était pourtant une amie proche, avait renforcé les soupçons des policiers. Leur détachement apparent, combiné à la froideur de leurs propos, avait laissé entendre qu'ils n'étaient pas sincères. L'hypothèse qui se dessinait était celle d'un possible crime passionnel, motivé, pourquoi pas, par la jalousie. Heather, étant proche des deux garçons, aurait pu éventuellement devenir un sujet de rivalité entre les deux. Les détectives commençaient à penser que ce conflit latent aurait pu dégénérer en violence, aboutissant au meurtre brutal de la jeune adolescente. L'enquête prenait désormais une tournure complètement différente, alors que la vérité sur ce qui s'était passé cette nuit-là restait encore à découvrir. Bien sûr, à ce stade de l'enquête, les détectives n'avaient toujours pas de preuves solides reliant directement les adolescents à ce crime brutal. Pourtant, Randy et Josh étaient devenus les principaux suspects. Il était donc impératif pour les forces de l'ordre d'examiner de plus près leurs antécédents, leurs relations avec l'adolescente, ainsi que les événements de la fête ayant précédé la disparition de la jeune fille. Les enquêteurs ont commencé à se pencher sur chaque détail susceptible de les rapprocher de la vérité. Les résultats de l'autopsie ont révélé des éléments troublants qui allaient bientôt orienter l'enquête dans une direction plus précise. L'un des détails qui a attiré l'attention des experts était le nombre de tirs ayant atteint Heather, 9 au total. Ce chiffre intriguait les policiers, car même leur fusil de chasse standard n'était équipé que de chargeurs contenant 8 cartouches. Ceci soulevait donc une question inquiétante.
pourquoi l'assassin aurait-il pris la peine de recharger son arme pour tirer un 9e coup, alors que la victime était forcément déjà morte, ne serait-ce qu'après les premiers impacts? Ce geste laissait penser que le meurtrier était animé par une rage démesurée, ou peut-être un besoin de s'assurer de la mort de la jeune fille, ce qui rendait l'acte encore plus terrifiant. L'attention des enquêteurs s'est ensuite portée sur un autre détail crucial, le type de munitions utilisées dans le meurtre. Il s'agissait de cartouches appelées double buckshot, bien connues pour leur puissance dévastatrice et considérées comme excessives pour tuer une jeune fille de 16 ans. Ce genre de munitions, qui est quand même relativement rare, n'était disponible que dans un seul magasin de la ville. Les enquêteurs, rapidement, ont donc entrepris de vérifier les registres de vente du magasin. À leur grande surprise, il s'est avéré qu'une seule personne avait acheté ce type de cartouche peu de temps avant le meurtre. Le vendeur du magasin s'est souvenu avoir vu un jeune homme correspondant à la description de Josh Bagwell, le petit ami actuel de Heather, qui avait acheté une boîte entière, soit un total de 20 cartouches. Le vendeur a également mentionné que Josh n'était pas seul ce jour-là. Il était accompagné d'un autre jeune homme, mais il ne s'agissait pas de Randy, son inséparable complice. Non, cette fois-ci, Josh était en compagnie de Curtis Gamble, un individu bien connu des forces de l'ordre locales. Curtis, âgé de 19 ans, avait déjà un long passé criminel malgré son jeune âge. Il avait passé une grande partie de son adolescence dans des centres de détention pour mineurs, en raison de plusieurs délits mineurs, mais aussi de quelques incidents plus graves. Contrairement à Randy et Josh, Curtis avait la rude réputation d'être un élément perturbateur, quelqu'un de potentiellement dangereux. Alors, évidemment, avec l'implication de Curtis dans toute cette affaire, l'enquête prenait une toute nouvelle tournure, encore une fois. Le 23 octobre 1996, les détectives ont décidé de se rendre chez lui, dans une ville voisine, afin d'approfondir leur investigation. À leur arrivée, ils ont rapidement découvert un fait troublant. La maison de Curtis se trouvait à seulement quelques kilomètres du pont où le corps de la jeune fille avait été découvert. Bien que le jeune homme ne soit pas présent à son domicile lors de la visite des policiers, ils ont pu s'entretenir avec sa grand-mère, avec qui il vivait. La vieille dame, bien qu'ignorant les agissements de son petit-fils, a mentionné qu'il aimait souvent se rendre près du pont, une information qui a immédiatement éveillé l'intérêt des enquêteurs. Dès le lendemain, les policiers ont réussi à localiser Curtis et l'ont emmené au bureau du shérif de Waurika pour y subir un interrogatoire. Cet interrogatoire a duré plus de 8 heures. Et bien que le jeune homme ait gardé le silence sur la plupart des questions, il avait accepté de passer un test polygraphique. Toutefois, l'élément le plus significatif de cet interrogatoire ne provenait pas de ses réponses, mais d'un aveu subtil qu'il avait laissé échapper. Curtis avait en effet mentionné qu'il possédait un fusil de chasse Mossberg, une arme particulièrement rare dans la région. Ce modèle avait la capacité de contenir 9 cartouches, ce qui correspondait exactement au nombre de tirs qu'avait tué Heather. Cet aveu a été la clé qui a permis aux enquêteurs de relier Curtis au crime. Après avoir saisi l'arme de Curtis et ordonné un examen balistique, les experts ont pu confirmer positivement que le fusil Mossberg du jeune homme avait bien été utilisé pour abattre la pauvre Heather. Avec cette preuve accablante, l'accusé n'avait plus d'échappatoire. Il a fini par craquer sous la pression et a avoué son implication dans le meurtre de la jeune fille. Non seulement il avait joué un rôle actif dans cet assassinat, mais il avait aussi entraîné Josh et Randy dans ce crime odieux. L'adolescent a alors rédigé une confession complète détaillant les événements de cette nuit tragique sur 2 pages. Il révélait ainsi une histoire sombre d'amitié, de jalousie mais également de violence qui avait conduit à la mort tragique de Heather Rich. 3 semaines après la découverte du corps mutilé de Heather, l'enquête a pris un tournant décisif. Curtis Gamble, le jeune homme de 19 ans, a finalement avoué avoir orchestré le meurtre de l'adolescente. Suite à cette confession, les forces de l'ordre ont également arrêté Randy Wood et Josh Bagwell, les 2 autres jeunes hommes présents lors de la soirée fatidique. Curtis, dans son témoignage, affirmait avoir donné son fusil de chasse à Randy et lui avoir ordonné de tirer sur Heather, tandis que Josh aurait seulement assisté à la scène mais sans intervenir. Néanmoins, la police était malgré tout sceptique quant à cette version des faits, d'autant plus que Randy, capitaine de l'équipe de football,
avait toujours été un élève exemplaire, populaire et sans aucun antécédent judiciaire comparé à Curtis. Les détectives se sont vite rendus compte que le crime impliquait une complexité juridique supplémentaire, car bien que les événements se soient déroulés dans le sud de l'Oklahoma, le corps de Heather avait été retrouvé au Texas. Cela signifiait que le procès aurait lieu au Texas, un État où, comme j'imagine vous le savez, la peine de mort est applicable pour les cas de meurtre. Aucun des suspects ne voulait donc porter seul la responsabilité du tir mortel, sachant que ça pouvait leur coûter la vie. Après de multiples interrogatoires et pressions de la part de la police, Randy a finalement accepté de témoigner, mais il a catégoriquement nié avoir tiré sur la jeune fille. Selon lui, Curtis était non seulement l'initiateur du meurtre, mais aussi le tireur. Josh, quant à lui, refusait de coopérer avec les enquêteurs. À ce stade, les forces de l'ordre disposaient de 2 témoignages complètement contradictoires. Celui de Curtis, qui affirmait que Randy était l'auteur du meurtre, et celui de Randy lui-même, qui pointait Curtis comme le véritable coupable. Malgré toutes ces contradictions, les enquêteurs ont fini par donner plus de crédit au témoignage de Randy, notamment parce qu'il avait réussi à passer un test polygraphique. Même s'il était difficile de reconstituer exactement le déroulement des événements de cette nuit tragique, les autorités ont estimé que les détails fournis par Randy étaient bien plus cohérents. Selon sa version, lui, Curtis et Josh s'étaient réunis ce soir-là pour boire. Heather les avait rejoints, bien qu'elle n'ait jamais rencontré Curtis auparavant. Alors que la soirée avançait et que l'alcool coulait à flot, la jeune fille, tout comme les autres, était sur le point de perdre connaissance. C'est à ce moment précis que Curtis, sous l'emprise de l'alcool, aurait eu l'idée de profiter de l'état vulnérable de Heather pour s'en prendre à elle sexuellement. Selon Randy, Heather s'était réveillée en sursaut face aux avances de Curtis, mais était malheureusement trop affaiblie pour pouvoir se défendre. Effrayé par la possibilité que la jeune fille puisse se souvenir de l'incident et dénoncer l'agression, Curtis, conscient des conséquences juridiques d'un tel acte, a pris la décision effroyable de se débarrasser d'elle pour ne pas finir en prison. Ce qui, au départ, semblait être une menace ou une blague pour Randy et Josh, s'est rapidement transformé en une réalité sinistre. Curtis a sorti un fusil de chasse du coffre de sa voiture et a pointé l'arme sur ses amis, montrant ainsi qu'il était prêt à aller jusqu'au bout de son plan. Face à cette menace, Randy et Josh ont compris qu'ils étaient en présence d'un individu imprévisible et dangereux et ont décidé de ne pas résister. Après avoir enlevé Heather, Curtis, Randy et Josh se sont dirigés vers la maison de Curtis, mais au cours du trajet, Curtis a pris la décision de faire un détour. Il leur a ordonné de se rendre sur un pont isolé, lieu qui deviendrait alors le théâtre du crime macabre. Sous l'emprise de la peur et complètement soumis à Curtis, Randy et Josh ont aidé à sortir Heather, inconsciente, du coffre de la voiture. La jeune fille, totalement vulnérable, a été allongée près de la balustrade du pont. C'est alors que Curtis, sans l'ombre d'une hésitation, a sorti son fusil de chasse et a commencé à tirer à plusieurs reprises sur elle. Chaque coup de feu augmentait l'horreur de la scène. Le premier tir a gravement mutilé le crâne de la jeune fille. Créant alors un trou béant. Randy, incapable de supporter la vue de cette violence extrême, s'est couvert les yeux, terrifié, tandis que Josh observait en silence, tout aussi impuissant. Curtis a continué de tirer jusqu'à vider entièrement le chargeur de son arme. Une fois que le carnage était terminé, Curtis et Josh ont soulevé le corps mutilé de Heather et l'ont jeté du pont dans l'eau en contrebas, abandonnant la jeune fille comme si elle n'était finalement rien de plus qu'un objet abandonné. Rapidement, les 3 adolescents ont pris la fuite, espérant que ce meurtre resterait un sombre secret partagé entre eux. Randy et Josh, témoins de l'extrême violence de Curtis, étaient complètement paralysés par la peur. Ils savaient que ce jeune homme impulsif et dangereux n'hésiterait pas à les réduire au silence si jamais il tentait de parler. En octobre 1996, les forces de l'ordre ont finalement arrêté Curtis, Randy et Josh, et les 3 jeunes hommes ont été accusés de l'enlèvement et du meurtre de Heather Rich. L'enquête avait connu des débuts compliqués, mais l'aveu de Curtis, qui avait été obtenu sous la pression des preuves accumulées, avait permis de la faire avancer. Toutefois, l'un des plus grands défis auxquels faisaient face les enquêteurs était d'obtenir la coopération de Josh Backwell. Contrairement à Curtis, qui avait finalement cédé à la pression et confessé,
Josh restait absolument silencieux, refusant de témoigner ou d'avouer quoi que ce soit. Son refus de coopérer plaçait les autorités dans une position plus que délicate, car il n'y avait aucune preuve matérielle directe le liant au crime. L'accusation devait donc se baser principalement sur les témoignages de Randy et Curtis, qui étaient eux-mêmes contradictoires à bien des égards. Afin de renforcer les dossiers contre Josh, le procureur a pris une décision stratégique. Il a proposé à Randy un accord. En échange d'un témoignage contre Josh, Randy verrait sa peine de réclusion à perpétuité assortie de la possibilité d'une libération conditionnelle après 30 ans de prison. Randy, se sentant acculé et craignant une sentence encore plus lourde, a évidemment accepté l'offre sans aucune hésitation. Cela a permis à l'accusation de solidifier leur dossier contre Josh, même si la base de preuves restait malgré tout fragile. Le procureur a également envisagé une démarche similaire pour Curtis, mais les discussions avec les parents de Heather ont clairement changé la donne. Pour ces derniers, la priorité n'était pas de voir Curtis condamné à mort. Ce qu'ils désiraient par-dessus tout, c'était obtenir la vérité sur la mort de leur fille, comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là et pourquoi leur enfant avait été brutalement assassiné. Ainsi, après consultation, il a été décidé d'offrir à Curtis un arrangement similaire à celui de Randy, mais sans possibilité de libération conditionnelle. Le 15 octobre, Curtis a accepté de plaider coupable en échange de la réclusion en perpétuité et sans possibilité de remise de peine. Malgré cette acceptation, Curtis a continué de se comporter de manière provocante et dangereuse. En détention provisoire, alors qu'il attendait son procès, il a attaqué un garde de la prison, le renversant au sol et tentant même de l'étrangler. Il a fallu l'intervention de plusieurs autres policiers pour maîtriser le jeune homme qui montrait des signes clairs de violence incontrôlable. Le procès de Josh Bagwell a débuté en février 1998, près d'1 an et demi après le meurtre de Heather Rich. Les défenseurs de Josh ont adopté une stratégie offensive, visant à discréditer la victime elle-même pour tenter de sauver leur client. Ils ont dépeint l'adolescente sous un jour très négatif, affirmant qu'elle avait volontairement une relation intime avec Curtis et qu'elle avait ensuite menacé de tout révéler, ce qui l'aurait poussé à commettre ce crime. Ils ont essayé de faire passer Heather pour une jeune fille dépravée, alcoolique et immorale, cherchant ainsi à justifier le comportement de Curtis. Cette stratégie de défense a profondément blessé les parents de Heather, qui ont dû se battre non seulement pour la justice, mais aussi pour préserver la dignité et la mémoire de leur jeune fille, qui en plus de ça avait été cruellement assassinée. Heather Rich n'était pas la personne que les avocats de la défense cherchaient à décrire. En réalité, elle était une élève studieuse, une pom-pom girl appréciée de ses camarades, une athlète talentueuse et une fille exemplaire. Elle était tombée dans une mauvaise compagnie à cause de Josh et de Randy, qui l'avaient attirée dans leur cercle. Elle avait tragiquement rencontré Curtis, un individu dangereux au passé criminel. Le fait qu'elle était associée à ces jeunes hommes ne changeait en rien sa personnalité ou encore sa valeur. Ses parents ont dû rappeler au tribunal que leur fille était une victime innocente, prise au piège dans un environnement qu'elle ne maîtrisait pas. En fin de compte, malgré les tentatives des avocats de Josh pour le disculper, la combinaison des témoignages de Randy et de Curtis, ainsi que les preuves circonstancielles, ont permis aux autorités de le condamner. Le rôle exact de chaque individu dans la séquence des événements restera peut-être flou pour toujours, mais une chose est certaine, Heather Rich, une jeune fille de 16 ans pleine d'avenir, a été brutalement assassinée et ceux qui ont contribué à sa mort ont été jugés pour leur crime. Au cours du procès, Curtis Gamble, principal accusé dans le meurtre de Heather Rich, a pris la parole pour livrer un témoignage qui a surpris l'audience. Contre toute attente, Curtis est revenu sur sa version initiale des faits et a déclaré que Josh Bagwell n'avait pas participé au crime. Selon lui, Josh n'avait même pas connaissance des plans visant à tuer Heather. Curtis a alors pointé du doigt Randy Wood, l'accusant d'avoir tiré le coup fatal sur Heather. Ce revirement inattendu a ébranlé Randy, qui jusque-là avait accepté un marché de plaidoyer en échange d'une peine moins lourde. Submergé par les accusations et ne voulant pas que son témoignage soit perçu comme une simple tentative de sauver sa propre peau, Randy a pris une décision, elle aussi, des plus inattendues. Il a rejeté l'accord de plaidoyer. Ce geste risqué et désintéressé était une manière pour lui de montrer qu'il était déterminé à obtenir justice pour Heather, une jeune fille innocente brutalement assassinée. En prenant cette décision,
Randy se plaçait en position de risquer la peine de mort, au grand dam de son avocat qui avait conseillé de maintenir l'accord initial. Mais malgré les dangers de cette décision, l'acte de Randy a profondément touché les parents de Heather. Leur perception du jeune homme, qu'ils avaient initialement vu comme un complice dans le meurtre de leur fille, a alors évolué. Après cette session décisive du tribunal, ils ont demandé à rencontrer Randy en personne. Cet échange, bien que douloureux pour tous, a permis aux parents de la victime de reconnaître l'insincérité des remords de Randy et ils ont exprimé une certaine compréhension envers ses motivations. Le témoignage de Randy devant le jury, le 10 février 1998, a révélé en détail la participation complète de Josh et Curtis au meurtre de Heather. Il a expliqué le rôle de Josh dans la dissimulation des preuves et confirmé l'implication directe de Curtis dans l'acte meurtrier. Les descriptions fournies par Randy étaient précises et cohérentes, renforçant alors la crédibilité de son témoignage. Le 14 février, Curtis a donc été reconnu coupable de complot en vue de commettre un meurtre, ainsi que de son exécution intentionnelle. Il a été condamné à la prison à vie, avec une peine supplémentaire de 99 ans pour d'autres délits connexes. L'impact du témoignage de Randy a également conduit à son propre procès, qui s'est conclu le 7 août 1998. Randy a alors été reconnu coupable de son implication dans le meurtre, même si son rôle direct dans l'acte fatal restait un sujet de controverse. Malgré son repentir sincère et son témoignage courageux, il a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 40 ans de prison. Cette sentence a suscité de la tristesse et de la compassion au sein du public. Beaucoup estimaient que Randy, en risquant sa propre sécurité pour révéler la vérité, ne méritait pas une peine aussi lourde. Josh Bagwell, pour sa part, a été jugé et condamné à la réclusion en perpétuité sans libération conditionnelle, tout comme Curtis. Malgré la faiblesse des preuves matérielles contre lui, son refus de coopérer avec les enquêteurs et le témoignage accablant de Randy ont scellé son destin à jamais. Josh et Curtis ont été envoyés dans le même établissement correctionnel pour purger leur sentence. Néanmoins, l'histoire ne s'arrête pas là. En janvier 2002, Curtis et Josh ont tenté une évasion audacieuse de la prison. Profitant de l'obscurité de la nuit, ils ont réussi à s'échapper et à se cacher dans l'état du Texas, et ce pour une durée de 10 jours. Leur fuite a évidemment provoqué une alerte nationale, et une chasse à l'homme avait été lancée. Pendant près de 2 semaines, les fugitifs ont réussi à échapper aux autorités, semant l'inquiétude parmi la population. Et finalement, leur cavale a pris fin, et ils ont été capturés et renvoyés en prison pour continuer à purger leur peine à perpétuité. Ainsi, l'affaire Heather Rich, qui avait déjà secoué la communauté avec son horrible meurtre, a continué à faire des vagues bien après le procès, mettant en lumière les dilemmes moraux et les failles humaines qui se manifestent dans des moments aussi sombres. Randy Wood, malgré sa condamnation, est resté un exemple de rédemption pour beaucoup, tandis que Curtis et Josh demeurent derrière les barreaux, marqués à jamais par leur acte et leur choix. Pour conclure cette affaire tragique, l'histoire de Heather Rich nous rappelle à quel point une vie peut basculer en un seul instant, emportée par des actes de violence inexplicables. Ce crime atroce, qui a choqué toute une communauté, met en lumière les dangers de la mauvaise influence et la fragilité des relations humaines face à la pression et à la peur. Les procès qui ont suivi, remplis de contradictions, de témoignages déchirants et de revirements inattendus, ont montré combien il est difficile d'obtenir une justice complète dans une affaire aussi complexe. Randy Wood, malgré ses erreurs, a tenté de réparer son tort en dévoilant la vérité, tandis que Curtis Campbell et Josh Bagwell ont fini par purger des peines à vie pour leurs crimes. Aujourd'hui, la mémoire de Heather Rich continue de résonner, non seulement dans le cœur de ses proches, mais aussi comme un rappel poignant des conséquences irréversibles de la violence. Cette histoire nous incite alors à réfléchir sur l'importance de choisir ses fréquentations avec soin et de rester vigilant face aux situations dangereuses. C'est donc tout pour l'affaire de Heather Rich et j'espère que cette affaire était encore inconnue pour vous. N'oubliez pas de liker la vidéo et de me donner votre avis dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de lire ce que vous pensez de cette affaire. D'ailleurs, avant de terminer, j'ai une petite question pour vous, pour ceux qui sont encore là. Est-ce que vous pensez que Randy Wood aurait dû avoir une peine moins sévère pour justement avoir été celui qui a été le plus sincère concernant toute cette affaire? Personnellement, je pense que éventuellement, ils auraient pu
lui laisser la possibilité de sortir de prison après 20 ans, sachant qu'il y a de grandes chances que plusieurs appels soient rejetés avant que sa libération conditionnelle soit acceptée. Donc il serait sorti au bout de peut-être 27-30 ans de prison, ce que je trouve déjà pas mal. Il a participé au meurtre, certes, mais lui au moins n'a tiré sur personne et il n'a pas participé au fait de cacher le corps. Il s'est simplement tué. Je pense qu'il aurait dû directement aller les dénoncer. Il ne l'a pas fait, tant pis. Mais au moins, comparé aux autres, il a été honnête, même si c'était face à un tribunal. Donc je pense qu'ils auraient pu lui mettre une peine un petit peu moins lourde, mais cet avis m'appartient et j'ai hâte de connaître le vôtre. Aujourd'hui, vous allez le voir, je vais vous parler d'un meurtre assez obsessionnel, d'un meurtre assez passionnel. Avant que la vidéo commence, je tenais à faire une mini mise au point par rapport à certains commentaires que je peux recevoir me disant que j'ai une voix robotique, que je ne sais pas parler, etc. etc. Alors comme je l'ai déjà expliqué il y a quelques mois maintenant, j'ai changé la manière dont j'apporte les vidéos sur Murders Explained et je suis toujours un petit peu en apprentissage quant à ma manière d'apporter mes phrases et mon récit. Donc je remercie les personnes qui me donnent des conseils avec bienveillance, qui me donnent des conseils avec respect et pour les autres, je vous laisserai tout simplement aller regarder d'autres créateurs de contenu ou tout simplement Elliot les mercredis et les dimanches. Je tiens quand même à le dire parce qu'au bout d'un moment ça devient un peu redondant alors que j'essaye vraiment de faire mon mieux par rapport au récit que je propose. Tout ceci étant dit, je remercie également toutes les personnes qui prennent vraiment le temps de me donner des conseils mais également de complimenter les changements que j'ai apportés sur Murders Explained. Et je parle vraiment que de ma personne parce que Elliot lui, ça fait déjà un moment qu'il gère vraiment sur cette chaîne. Tout ceci étant dit, si cette histoire sera inédite pour vous, n'oubliez pas de liker et commenter, ce qui aide énormément à faire développer la chaîne. Abonnez-vous si vous voulez nous faire grandir en termes de nombre d'abonnés. Et moi, je vous retrouve après le générique. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? Amanda Cloninger Collet, âgée de 36 ans, était une femme rayonnante, autant par sa beauté que par sa personnalité, chaleureuse et charismatique. Elle était extrêmement extravertie et pleine de confiance. Elle savait d'ailleurs captiver toutes les personnes qui l'entouraient. Amanda avait un grand cœur et quand elle aimait, elle le faisait avec une immense passion. Cela était particulièrement vrai dans sa relation avec son mari, James Terry Collet Jr., qu'elle avait épousé 8 ans plus tôt, 8 ans avant les faits tragiques qui se sont produits. Ainsi, ils ont eu 2 jeunes enfants, que Amanda adorait particulièrement. Dans les débuts de leur relation, Amanda et James semblaient former un couple équilibré. Elle était une sorte de papillon social, elle animait leur vie avec son énergie débordante. Lui de son côté était un petit peu plus réservé. Il semblait, à l'époque, accepter cette dynamique sans trop de difficultés. On avait vraiment une force tranquille et quelqu'un d'un petit peu plus extraverti. Cependant, avec le temps, cet équilibre a commencé à s'effriter. Ce qui avait d'abord semblé acceptable pour James est devenu une source de frustration qui grandissait. Son comportement, du coup, avec le temps, changea progressivement, laissant place à une attitude possessive et contrôlante. La situation s'est même détériorée davantage lorsque James a commencé à sombrer dans l'alcool. Il buvait de plus en plus souvent et de plus en plus en grande quantité. On a donc ici un couple qui semblait avoir un équilibre au départ, mais celui-ci a littéralement virevolté, James se plongeant dans des démons assez sombres. Cette spirale descendante a rendu la vie à la maison de plus en plus toxique et invivable, notamment pour Amanda. Le climat familial s'est transformé en une tension constante, rendant chaque jour plus difficile que le précédent. Consciente du danger pour elle-même et ses enfants, Amanda a pris une décision courageuse. Elle a demandé le divorce. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Face à la menace que James représentait, elle a demandé une ordonnance restrictive pour se protéger.
espérant ainsi tourner définitivement la page de cette relation dangereuse. Elle savait que les choses pourraient dégénérer. Après leur séparation, James a quitté la maison familiale, mais il n'avait aucune intention de définitivement couper les ponts avec elle. Avant de partir, il a demandé à plusieurs de ses amis de garder un œil sur Amanda et de l'informer de tout ce qui se passait chez elle. Il voulait savoir exactement qui elle fréquentait, et il voulait aussi s'assurer qu'elle ne tournerait pas la page. Assez obsessionnel et manipulateur. L'idée qu'Amanda puisse reconstruire sa vie sans lui était insupportable et James comptait bien tout faire pour l'en empêcher. Malgré l'ordonnance restrictive mise en place, il a continué de harceler Amanda, inondant son téléphone de messages menaçants, parfois plusieurs fois par jour. Les SMS et les messages audio qu'il lui envoyait étaient remplis de haine et de promesses de vengeance. Mais tout prit une tournure encore plus inquiétante, le jour où James a reçu une photo, envoyée par l'un de ses voisins, qu'il avait mobilisé pour surveiller Amanda. Sur cette image, qui a été prise depuis l'autre côté de la rue, on voyait un homme, Lamar Duberly, en train de tondre la pelouse devant la maison d'Amanda. Qui était-il? Était-il l'amant d'Amanda, son nouveau petit ami? On ne savait pas. Et ce simple geste de Lamar indiquait qu'Amanda commençait à tourner la page et que cet homme pourrait être plus qu'un simple ami. Il était potentiellement son nouvel amoureux. En voyant la photo, la colère de James explosa. Foudrage, il a envoyé immédiatement un SMS au voisin qui lui avait transmis cette image, qualifiant Amanda, je cite, de pute insidieuse, en jurant qu'elle paierait pour ce qu'elle était en train de lui faire subir. Je rappelle qu'ils étaient plus ensemble et que Amanda avait très peur de lui. Mais bon, apparemment, James était déterminé à lui faire payer. Ce message n'était d'ailleurs que le reflet d'une escalade de violence imminente, un signe inquiétant que James n'était pas du tout prêt à laisser Amanda vivre sa vie sans lui. Pour lui, la situation venait de franchir un point de non-retour, et sa haine envers elle, envers celle qu'il avait autrefois aimée, ne faisait que grandir. James Collet n'en était plus à son premier coup d'éclat en violence et en violant aussi l'ordonnance de non-contact. Cela faisait des mois qu'il ignorait délibérément les restrictions qui étaient imposées par la justice. Il harcelait Amanda avec une régularité alarmante et une fois de plus, il a franchi la ligne et cette fois-ci, c'était quelque chose d'assez grave. Nous sommes en 2015, au mois d'août, le 27. À l'approche de l'aube, ivre de colère et sous l'emprise de l'alcool, James est passé à l'acte. En dépit de l'ordonnance restrictive, il s'introduit par effraction dans la maison d'Amanda. À son arrivée, la maison était vide, mais cela n'a pas calmé sa rage. Il retourna à l'endroit de fond en comble, brisant des meubles et des objets personnels, fouillant chaque recoin comme s'il cherchait des preuves de ce qu'il refusait d'accepter. Est-ce qu'il y avait un indice ou quelque chose montrant que Amanda avait bel et bien tourné la page? Au milieu du chaos qu'il créait, il a découvert des vêtements masculins qui ne lui appartenaient pas. Cette découverte a donc confirmé ses craintes. Amanda avait bel et bien trouvé quelqu'un d'autre. Un autre homme qui occupait désormais la place qu'il estimait être la sienne, pour toujours. Son ressentiment, déjà palpable comme vous l'avez compris, explosa dans une nouvelle vague de haine. Immédiatement, il saisit son téléphone et laissa à Amanda un message vocal empli de mépris. Il l'a accusée d'être dégueulasse. À cet instant, sa fureur semblait sans limite. Quelques heures plus tard, vers 9h du matin, James se présenta au tribunal pour répondre de nombreuses violations de l'ordonnance restrictive. En particulier, les appels téléphoniques menaçants qu'il avait laissés, même avant qu'on lui envoie cette fameuse photo, comme je vous l'ai dit, il harcelait Amanda de messages, des insultes, des choses qui étaient vraiment choquantes, alors que je rappelle que cette même femme, il l'avait aimée. Son avocat plaida que James, sous l'effet de somnifères et d'alcool, n'était pas dans son état normal lorsqu'il avait commis ces actes. Il argumenta que ces violations étaient davantage dues à une altération de son jugement
plutôt qu'à une véritable intention malveillante. Alors pardonnez-moi, mais je ne suis pas d'accord. Moi je pense que tout simplement il essayait de noyer son chagrin à travers les somnifères et l'alcool, mais que de base c'est ce qu'il voulait, observer Amanda et faire en sorte qu'elle ne change jamais sa vie. Ce que ni les juges ni les avocats présents ne savaient, c'est que James venait de commettre un acte bien plus grave que de simples appels téléphoniques. Juste avant cette audience, comme je vous l'ai dit, il a saccagé la maison d'Amanda et il a laissé encore plus de messages vocaux, toujours plus intimidants. Mais ce détail a échappé à la justice ce jour-là, étant donné que c'était la même journée. Sans connaître la gravité des actions récentes, le tribunal se montra clément envers James. Plutôt que de l'incarcérer, sachant qu'il a violé plusieurs fois ses restrictives, sachant qu'il a harcelé Amanda, sachant qu'il l'a menacé, James a simplement été condamné à suivre des cours de gestion de la colère et à une simple probation non surveillée de 12 mois. Pas une seule journée en prison ne lui a été imposée, pas de garde à vue, absolument rien qui aurait pu protéger ce qui va se produire. Cette décision, prise sur la base donc d'une information littéralement incomplète, allait s'avérer tragiquement fatale. Le système venait de laisser passer l'opportunité d'empêcher ce qui allait se produire et ce qui allait, malheureusement, ne jamais pouvoir être changé. Après sa comparution au tribunal, James, insensible aux avertissements juridiques qu'il venait de recevoir, enfreignit à nouveau l'ordonnance restrictive, presque immédiatement d'ailleurs. Il appela une fois de plus Amanda, qui cette fois-ci a répondu. Pendant environ 14 minutes, les deux échangèrent au téléphone. Le contenu exact de la conversation reste flou, mais il est certain qu'Amanda, même au milieu de ce chaos, ne se doutait pas de l'ampleur de la menace qui pesait sur elle, qu'elle avait à l'autre bout du téléphone. Après cet appel, James, au lieu de se rendre au travail comme prévu, prit une autre décision. Il esquiva ses responsabilités, il est allé acheter de la bière et il a passé le reste de sa journée à laisser sa colère grandir, alimentée par l'alcool et ses obsessions. Pendant ce temps, Amanda était retournée chez elle pour faire face aux ravages que James avait causés dans la maison. La maison qu'elle connaissait si bien, qui était avant un lieu de refuge, son foyer, était aujourd'hui méconnaissable. Les objets étaient éparpillés, brisés. On pouvait tout simplement voir, en fait, à travers ce bazar, la rage silencieuse et destructrice de son ex-mari. Dévastée par ce spectacle, Amanda a appelé deux de ses plus proches amies, Lindy Dobbins et Rachel Hendricks, toutes deux âgées de 39 ans. Elle les a appelées dans le but qu'elles viennent lui tenir compagnie et l'aider à faire face à cette nouvelle épreuve. Je pense aussi que Amanda ne voulait pas rester seule et que potentiellement elle voulait également peut-être se protéger. Peut-être qu'elle se sentait plus en sécurité. Lamar, son nouveau compagnon, vint également les rejoindre. Tous espéraient qu'en se rassemblant, ils pourraient lui offrir à Amanda un peu de réconfort dans cette situation qui est vraiment devenue insoutenable. Comme je vous l'ai dit, de base, elle se sentait en sécurité chez elle, et là, c'était vraiment quelque chose qui lui rappelait en fait qu'elle était en danger, que l'homme avec qui elle a partagé sa vie était une menace constante envers elle. Malgré l'état dans lequel elle se trouvait, Amanda a pris une décision assez surprenante. Elle contacta la police pour signaler les fractions et les dommages causés à sa maison. Cependant, lorsque les officiers sont arrivés, Amanda n'a pas porté plainte. Sa principale préoccupation n'était pas la justice, mais la protection de la relation de ses enfants avec leur père. Malgré tout ce qu'elle avait subi, elle ne voulait pas que James perde la garde partagée des enfants. Elle craignait que de nouvelles accusations ne compromettent ce lien. Peu importe les rancœurs qu'elle avait envers lui, elle voulait pas enlever ses enfants à leur figure paternelle. Et personnellement, je trouve que c'est dommage. Parce que en vrai, je peux comprendre ce que Amanda ressentait. Elle s'est dit, je veux pas que mes enfants n'aient pas de papa. Je veux qu'ils puissent le voir, qu'ils puissent passer du temps avec lui. Mais son papa, le papa des enfants, son ex-mari, semble extrêmement dangereux, donc peut-être que ça ne les aurait pas autant protégés que ça. Malgré l'insistance des officiers, Amanda n'a pas voulu pousser les choses plus loin. Elle n'a pas porté plainte, elle a simplement fait un état des lieux de sa maison. Après avoir constaté son refus de déposer plainte,
Les agents sont partis. Ils ont dit que la situation était sous contrôle. Mais ce que Amanda, Lamar et les deux amis ne pouvaient pas savoir à ce moment-là, c'est que la menace était très loin d'être écartée. Quelques minutes plus tard, après le départ de la police, James se dirigeait déjà vers la maison d'Amanda, avec un pistolet chargé sur ses genoux, la fureur qui bouillonnait et qui lui atteignait qui était en train de lui monter à un point de non-retour. Ce qui se profilait n'était rien moins que de l'escalade vers une violence et une tragédie inévitables, alimentée par une rage et une destruction de James. James, dévoré par la colère et l'alcool, se gara discrètement derrière la maison, prêt à commettre l'irréparable. Sans perdre de temps, il prit le pistolet qu'il avait apporté et il visa les portes en verre qui donnaient sur la maison. Dans un éclat de violence, il commença à tirer, déchargeant des balles en succession rapide. Le verre explosa sous l'impact, projetant des éclats dans toutes les directions et transformant ce domicile familial, ce foyer sécuritaire, en une scène de chaos. À l'intérieur, Amanda, Lamar, Lindy et Rachel, qui ne s'attendaient absolument pas à tout ce qui se passe, à cette attaque brutale, furent pris au dépourvu. La terreur s'empara d'eux en un instant. Les balles sifflaient autour d'eux, perçant les murs, traversant les pièces, tandis que les éclats de verre brisés volaient dans l'air, comme des projectiles meurtriers. Dans une panique totale, les quatre se mirent à courir frénétiquement, cherchant une cachette, un refuge, quelque chose qui pourrait les protéger de cette pluie de balles. Le vacarme assourdissant des coups de feu, combiné au fracas du verre brisé, amplifiait l'horreur de la scène. Chaque mouvement était dicté par un instinct de survie. Et alors que chacun tentait de se dissimuler, caché derrière des meubles, dans des coins ou dans des salles, loin de la ligne de mire de James, les choses s'aggravaient. La maison, qui était, comme je vous l'ai dit, ce lieu de sécurité, s'était transformée en une zone de tir, un piège mortel. Il était impossible de savoir où le prochain coup de feu frapperait. La terreur était palpable dans cette maison, sous l'assaut de James, et ne laissait aucun doute sur son intention. Ce n'était pas un simple acte de vengeance, mais bel et bien une attaque calculée pour détruire tout ce que Amanda avait de précieux. Et finalement, c'était la suite de ce qu'il avait déjà commencé dans la maison, à tout saccager. Lamar parvint à s'enfuir de la maison, en courant dans la rue, échappant de justesse à la fusillade qui ravageait l'intérieur de cette maison. Pendant ce temps, Amanda, pétrifiée, courut se réfugier dans la salle de bain principale. Ses deux amies, Lindy et Rachel, se précipitèrent dans la chambre et se cachèrent dans le placard, tentant d'échapper à cette violence. Retranchées dans leur cachette, elles pouvaient entendre Amanda crier à James de cesser de tirer. Mais sa voix était mêlée aux hurlements de James qui, fou de rage, criait sans relâche « Où est-il ?» cherchant frénétiquement Lamar. Puis, soudain, un coup de feu résonna plus fort que les autres et un silence glaçant s'installa. Amanda s'était tue, laissant Lindy et Rachel dans l'angoisse la plus totale, terrifiées à l'idée de ce qui venait de se produire. Elles entendirent alors les pas lourds de James s'approcher de leur cachette. La tension monta d'un cran et Rachel, dans un élan de survie, pressa tout son poids contre la porte du placard pour empêcher James d'entrer, tandis que Lindy, tremblante, tentait d'appeler le 911. Chaque seconde semblait interminable, le souffle coupé par l'horreur imminente. James, dans sa rage aveugle, se mit à forcer la porte. Il tira plusieurs coups de feu à travers le bois, manquant de peu Rachel, qui recula sous la pression. Dans sa panique, elle relâcha la porte, créant une ouverture. La porte s'entrouvrit juste assez pour que James, sans pitié, tire à nouveau, touchant Lindy. Le désespoir était palpable à travers le téléphone, alors que Lindy, agonisante, criait au répartiteur du 911 qu'elle venait de se faire tirer dessus. Tandis que le chaos s'intensifiait, Rachel, d'une manière miraculeuse, a réussi à se cacher derrière la porte, échappant à la vue de James. Lorsqu'il se détourna, croyant avoir accompli son terrible dessein, elle saisit sa chance. Sans un bruit, Rachel se faufila hors du placard, puis de la chambre, avant de sortir de la maison. Ses jambes la portèrent aussi vite qu'elle pouvait, traversant la rue jusqu'à un voisin. Son cœur battait à la chamane alors qu'elle s'effondrait, enfin en sécurité. Sous état de choc, elle appela le 911 pour signaler ce qu'elle venait de vivre. Sa voix tremblante annonçait l'horreur
que ses amis étaient abattus. Mes 2 amis viennent d'être assassinés par James Coley Jr. C'est ce qu'elle a dit au répartiteur. En quelques minutes, la tragédie s'était scellée, laissant dans son sillage une violence indescriptible. James venait de détruire la vie d'Amanda, mais aussi celle de ceux qui avaient tenté de la soutenir. Le tout sous l'emprise d'une rage aveugle et irrationnelle, mêlée à l'alcool. Alors que la police accourait vers la scène du crime, James, laissant derrière lui un carnage inhumain, quitta calmement la propriété. En route, il passa un appel à son père pour lui confesser ses actes. Sa voix était froide et dénuée de remords. Il disait « J'ai fait ce que j'avais à faire ». Ces quelques mots, chargés de violence et de fatalité, marquaient l'accomplissement de son plan macabre. Et après cet appel, il est passé chez sa sœur, prenant quelques affaires, avant de s'enfuir de l'État, dans une tentative de fuir la justice. Sa cavale a pris fin en Virginie, mais pas à cause d'une enquête policière. Une femme appela la police après avoir remarqué qu'un conducteur, visiblement dangereux, tentait de la forcer à quitter la route. Et lorsque la police interpellait le véhicule, ils ont découvert James Coley Jr., extrêmement ivre au volant, incapable de cacher son état d'ébriété. Son arrestation mit fin à sa fuite, mais son comportement erratique et imprudent confirmait à quel point il était hors de contrôle. Au moment de son procès, l'avocat de James tenta une fois de plus de plaider la même ligne de défense, une combinaison de médicaments et d'alcool, arguant que James n'était pas pleinement conscient de ses actes lors des événements tragiques. Excusez-moi, mais là ça commence à être trop. Cependant, cette fois, la défense prit un tournant encore plus choquant et plus désespéré. L'avocat décida de rejeter une partie de la responsabilité sur la victime elle-même, Amanda. Vous avez très bien entendu. Il tenta de présenter son comportement comme une provocation, arguant qu'elle avait commis l'adultère puisque son divorce n'était pas officiellement finalisé. Selon cette stratégie de défense, ce prétendu crime passionnel aurait été déclenché par les choix d'Amanda, qui aurait précipité la tragédie par sa nouvelle relation avec Lamar. Alors je vous assure que quand j'ai lu ça, j'étais, excusez-moi de l'expression, mais sur le cul. C'est-à-dire que la dame, elle s'est faite tuer, sa meilleure amie aussi, son autre meilleure amie a failli se faire tuer et son petit ami également, et tout ça, ça aurait été en partie de la faute d'Amanda parce qu'elle était en train d'avoir une vie heureuse. Ok, le mariage n'a pas été officiellement dissous, mais bon, excusez-moi, personne ne va parler du comportement du mec là. Cette tentative de blâmer Amanda pour ses propres meurtres, en mettant en avant sa vie privée, ses relations, a révolté beaucoup de gens qui ont suivi le procès. J'ai pas suivi ce procès, mais je vous en parle, ça me révolte aussi. Finalement, ce n'était rien d'autre qu'une tentative de détourner l'attention de la brutalité des actes de James. Une stratégie insidieuse visant à dépeindre ses crimes comme une réaction compréhensible, voire justifiable à ce qu'il considérait comme une trahison. Mais rien ne pouvait justifier la violence et la destruction qu'il avait infligée à Amanda, à Lindy, mais aussi à Rachel. Au final, malgré cette ligne de défense, la vérité reste inébranlable. James Coley avait commis un double meurtre brutal, motivé par une jalousie maladive et une incapacité à accepter la fin de son mariage. Les efforts de son avocat pour atténuer la gravité de ses actes ne purent masquer l'atrocité de ce crime. Le 18 juillet 2018, le verdict est tombé. Le jury, après avoir examiné les preuves, a unanimement reconnu James Coley coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre pour la mort de Amanda et de Lindy, mais également 2 chefs de tentative de meurtre au premier degré, de cambriolage et de harcèlement aggravé. 4 mois plus tard, en novembre 2018, la justice rendait sa sentence définitive. Il a été condamné à la peine de mort, le prix ultime pour ses crimes. Depuis cette tragédie, les 2 jeunes enfants d'Amanda, une fille de 7 ans et un fils de 8 ans, sont sous la garde aimante d'un membre de la famille. Ces enfants ont perdu leur mère, mais ont également vu leur père devenir l'auteur de cette tragédie. Ils ont dû faire face à un traumatisme profond. Ils grandissent aujourd'hui dans un environnement familial entouré de personnes qui s'efforcent de leur offrir un semblant de normalité. Il est également essentiel de se souvenir de Lindy, l'une des victimes de ce massacre. Elle n'était pas seulement une amie dévouée, c'était aussi une mère attentionnée de 3 enfants, profondément impliquée dans sa communauté, toujours prête à aider, qui d'ailleurs, elle se trouvait chez Amanda pour simplement l'aider, aider son amie en détresse. Ce crime terrible a laissé une cicatrice indélébile,
Mais il a également mis en lumière la force et la résilience des familles des victimes qui continuent de se battre pour faire en sorte de sauver la mémoire des personnes qu'elles ont perdues. La tragédie qui s'est déroulée cette nuit-là dans la maison d'Amanda a laissé des blessures profondes dans le cœur de tous ceux qui ont été touchés. La douleur de perdre une mère ou une amie et une figure communautaire comme Lindy est une épreuve que ses proches porteront pour toujours. Pour les enfants d'Amanda, le souvenir de leur mère et de l'amour qu'elle leur a donné devra désormais coexister avec l'absence d'une figure parentale et la réalité d'un père devenu meurtrier. Au-delà des conséquences juridiques, on est aussi sur une question plus vaste qui peut émerger, celle de la violence domestique, de la jalousie et des drames humains qui peuvent se jouer derrière les portes fermées. On le sait et on en parle souvent, chaque jour des personnes se battent pour échapper à des relations toxiques. La mémoire d'Amanda et de Lindy doit servir de rappel de l'importance de l'écoute, du soutien et de la solidarité dans les communautés. Voilà tout le monde pour cette histoire, l'histoire de Amanda, de Lindy, de James, Rachel et de Lamar. J'espère que cette histoire était inédite pour vous et qu'elle a pu vous apporter quelque chose, peut-être des connaissances par rapport à ce qui peut malheureusement se passer à l'intérieur de relations, peut-être aussi un petit peu d'énervement par rapport à la défense qui a essayé de faire passer ça comme une vengeance qui était justifiable. Je vous laisserai me dire tout ce que vous avez pensé de cette affaire dans l'espace commentaire, je pense qu'elle va faire parler. N'oubliez pas de liker et de commenter pendant que vous y êtes et de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle histoire horrifique. En attendant, prenez grand soin de vous.